Bonjour à tous, ici Pascal Lotaz de Neutrality Studies, et aujourd'hui j'ai l'honneur particulier d'accueillir non pas un ni deux, mais trois anciens hauts diplomates européens. Sont avec moi, d'ouest en est, l'ambassadeur José Zorrilla d'Espagne, l'ambassadeur J.D. Rush de Suisse et l'ambassadeur Sándor Kuszai de Hongrie. Nous sommes donc quatre à vouloir discuter de l'état précaire de la diplomatie sur la péninsule occidentale de l'Eurasie. Messieurs, bienvenue. Merci à vous tous d'avoir pris le temps, car je pense que nous traversons un moment très particulier, en réalité, dans la politique et la diplomatie mondiale. Nous venons d'assister à la réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai à l'Est. Nous avons observé les efforts en faveur de la paix en Ukraine à l'Ouest. Mais nous avons aussi vu comment les États européens se sont précipités à Washington pour s'assurer que cela n'arrive pas aussi vite que cela pourrait. J'aimerais d'abord avoir vos avis sur ce que vous pensez de la situation actuelle en politique et diplomatie mondiale. Peut-être pourrions-nous commencer avec José Zorrilla. Merci beaucoup, Pascal. Eh bien, je pense que nous avons atteint un point de bascule. Jusqu'à présent, nous assistions à la tentative des États-Unis de maintenir une sorte d'hégémonie dans les affaires mondiales. Et aujourd'hui, il est clair que la Chine a atteint un niveau où elle peut affirmer qu'elle n'est pas très loin des États-Unis, voire peut-être même davantage. L'équilibre est désormais très serré. Ce n'est plus comme avant, ce n'est plus comme avant, avec un monde clairement dominé par l'hégémonie américaine. Je pense que nous devons prendre très au sérieux la République populaire de Chine. Je pense que le défilé a été un événement très important. Et s'il subsistait le moindre doute quant au degré d'isolement de Poutine, je pense qu'ils ont très franchement été dissipés par la présence de tous ces différents pays aux côtés de la Chine et de la Russie. La Russie n'est pas isolée. Probablement que Donald Trump est plus isolé à la Maison-Blanche, n'ayant pas été invité au défilé. Rappelez-vous, l'Inde et la Chine réunies, cela représente environ 3,2 milliards de personnes. C'est un pourcentage impressionnant, et les États-Unis ne peuvent pas l'ignorer. En outre, il y a eu une avancée technologique très importante. La Chine a découvert et mis sur le marché la 6G. Nous en sommes à une modeste 4G, et eux sont à la 6G, 5000 fois plus rapide que la 4G. Pascal, le monde n'est plus ce qu'il était, tu sais. C'est plus ce que c'était. Jean-Daniel, êtes-vous d'accord? Et comment percevez-vous, en particulier, l'événement qui a eu lieu en Chine cette semaine? Oui, merci beaucoup. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Je pense que nous vivons une période de changement fondamental qui marque la fin de l'ordre mondial établi par les puissances occidentales, je dirais même après la Première Guerre mondiale, puis sous l'influence américaine après la Seconde Guerre mondiale. Les trois piliers de cet ordre mondial étaient le droit international établi et l'ONU, la liberté du commerce avec le GATT puis l'OMC, et le Conseil de sécurité comme une sorte de garant du système. Aujourd'hui, ces trois éléments sont en train d'être, peut-être que détruits est le mot juste. Et il y a aussi des raisons économiques à cela. C'est ce que je voudrais souligner. En 1945, les États-Unis étaient l'usine du monde, et c'est pourquoi ils avaient besoin de règles pour la liberté du commerce, l'abolition des barrières commerciales. Et aujourd'hui, la Chine est l'usine du monde. Nous voyons donc que la Chine prend l'initiative en essayant de créer de nouveaux principes, ou même de promouvoir ceux établis en 1945. Je trouve fascinant de constater que le pays qui parle aujourd'hui de droit international, de multilatéralisme, d'un ordre mondial multipolaire, mais aussi de liberté du commerce, n'est pas l'Occident alors même que ses principes étaient au cœur des valeurs libérales et démocratiques. Mais désormais, ces principes sont promus par un pays comme la Chine.
Ce que je trouve un peu triste, et c'est un point dont nous pourrons reparler plus tard, c'est qu'il s'agissait d'un sommet eurasiatique à Shanghai sans l'Europe. Les 3 premières lettres n'étaient pas présentes, à quelques exceptions près. Mais je crois que si l'Europe veut retrouver de la stature et un rôle dans le monde de demain, elle a besoin évidemment de roi perversion de puissance de l'Est. Pensez-vous que ça soit possible, Sandor? Quand on regarde cela, l'absence de l'Europe à une réunion eurasienne, et bien sûr, l'absence de réflexion eurasienne dans la politique étrangère européenne. Pensez-vous que je veux dire, vous êtes en Hongrie, et la Hongrie a joué un rôle différent ces dernières années. Pensez-vous qu'il va y avoir un réalignement à ce niveau-là? Je pense qu'il y aura tôt ou tard un réalignement. Mais pour cela, il faut un changement fondamental dans les concepts, dans la façon de penser et dans les personnalités des dirigeants européens. Cet ensemble de principes, cet ensemble de pratiques diplomatiques et de politique étrangère n'est pas capable, et bien sûr ces personnes non plus ne sont pas capables, de mettre en œuvre autre chose. Mais si vous me le permettez, je voudrais ajouter une idée supplémentaire à notre discussion. Je suis tout à fait d'accord avec les analyses de mes 2 collègues du point de vue de l'ordre mondial. Je pense qu'il est très important de comprendre que ces réunions en Chine, ainsi que celle qui a eu lieu hier en Europe, à Paris, formulent ou clôturent également une phase très importante dans la situation européenne, à savoir dans la guerre en Ukraine. Cela signifie que nous étions à un carrefour. Depuis la dernière visite du représentant Vitkov à Moscou, il y a eu la visite de Vitkov, puis le sommet d'Alaska entre la Russie et les États-Unis, puis la réunion de Washington avec les Européens et les Ukrainiens. Ensuite, il y a eu la réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai et les célébrations à Pékin. Ce que nous constatons maintenant, c'est qu'il y avait la possibilité de changer de cap, de passer de la guerre à un règlement pacifique et négocié. Nous avons déjà connu de telles situations 3 ou 4 fois au cours de cette guerre, mais certains acteurs importants ont choisi de poursuivre la guerre. Et cette fois encore, il y avait la possibilité d'emprunter la voie d'un règlement pacifique et négocié. J'ai le sentiment que nous avons dépassé ce moment charnière et que nous nous dirigeons à nouveau vers la poursuite de la guerre. Le président Trump n'a pas été en mesure de faire pression pour une solution pacifique, ni sur la Russie, ni sur l'Europe. Nous avançons donc. Nous continuons d'évoluer dans un contexte de guerre. La guerre va se poursuivre dans un avenir prévisible jusqu'à ce que nous atteignions à nouveau un point, un nouveau carrefour, où il sera possible d'emprunter la voie d'une solution pacifique. Mais pour atteindre ce point, il nous faudra encore des actions militaires, encore de la destruction et de la mort. C'est cela qui est regrettable. Je suis d'accord avec l'aspect global, mais en tant que pays voisin, la Hongrie de l'Ukraine, nous constatons toujours les effets immédiats. Et je pense que l'effet immédiat a été que la possibilité d'une solution pacifique, rapide, négociée à court terme, a été perdue. Voilà la situation. C'est une perspective très triste. Mais je dois vous poser la question, car vous avez tous les 3 été praticiens par le passé. Vous avez tous servi comme ambassadeurs dans différents pays et vous avez tous fait carrière dans la diplomatie. Vous avez donc gravi les échelons et suivi le parcours. Cette analyse que vous partagez tous les 3 et que je partage également, à quel point pensez-vous qu'elle est répandue parmi la génération actuelle de diplomates en Europe? José, c'est toi qui m'as dit, Pascal, nous savions tous que ce n'était qu'un acte de langage. José, penses-tu toujours que cela s'applique aussi à la situation actuelle?
Eh bien, vous savez, le point de vue d'un praticien est différent de celui des gens ordinaires qui ne connaissent rien à la politique étrangère, qui est un domaine de connaissance très très restreint. C'est un peu comme, vous savez, opérer une tumeur au cerveau ou quelque chose de ce genre. Logiquement, c'est un domaine de connaissance très spécialisé. Peu de gens en savent vraiment quelque chose. Mais il est assez clair que la guerre était à l'horizon. Rappelez-vous les accords de Minsk. Finalement, Hollande et Angela Merkel ont reconnu qu'ils avaient créé Minsk pour tromper la Russie et donner à l'Ukraine le temps de se réarmer ou de s'armer. Par conséquent, ils savaient que le but de tout cela était la guerre. C'est très élémentaire, vous savez. Et nous savons tous qu'il y a eu une invasion. Il y a eu un traité de paix. Il y a eu une paix signée par des initiales. Et Poutine a dit, ne rejoignez pas l'OTAN. Je me retirerai. Je me retirerai des territoires. Je ne suis pas intéressé par la terre. Tout ce que je veux, c'est que vous ne rejoigniez pas l'OTAN. Et ils ont répondu, oui, pas de problème, nous le ferons. Puis sont arrivés les États-Unis et Johnson, et tous deux ont dit, non, vous devez faire la guerre, car la question cruciale, c'est l'OTAN. Et la guerre continue, parce que vous savez, la Russie n'autorisera jamais l'Ukraine à entrer dans l'OTAN. C'est impossible. Et Zelensky ne peut pas entamer un processus de paix parce qu'on le tuerait. Paroubi est récemment décédé. Paroubi est celui qui a dit à Zelensky, dès qu'il a remporté l'élection, si Zelensky souhaite engager un processus de paix, comme il l'a promis pendant sa campagne électorale, il sera pendu sur une chaise avenue Khreshchatyk. Il est évident que nous ne pouvons pas entamer un processus de paix, alors que bien sûr, Poutine, après tant de pertes humaines, ne peut pas accepter une paix qui reconnaîtrait l'Ukraine issue du coup d'État de 2014. Par conséquent, les positions sont très éloignées, et nous le savons tous, mais le discours politique est différent. Vous savez, le second niveau, c'est une autre histoire. Par exemple, en Europe, le second niveau conseille au niveau supérieur de ne plus sanctionner la Russie, car les sanctions nous touchent plus qu'elles ne touchent la Russie. En vain, car cette classe politique est déterminée à imposer des sanctions à la Russie, qui bien sûr n'ont aucun effet. Pire encore, elles nous affectent, car sanctionner signifie que nous n'allons plus acheter de gaz ou de pétrole chez vous. Très bien, il le vendra à l'Inde. L'Inde va nous le vendre. Point final. Mais nous devons acheter le pétrole et le gaz à un prix plus élevé. Depuis des années, vous savez, l'Allemagne est en récession depuis 4 ans. 4 ans, tout cela à cause de ça. Et comme ils ne veulent pas revenir en arrière, comme l'a dit Sandor, ils ne veulent pas revenir en arrière et faire quelque chose de différent, ce qu'ils devraient faire. Ils devraient le faire, mais ils ne veulent pas le faire. Pour vous donner un exemple, deux intellectuels bien connus, Kishore Mahbubani et Stephen Walt, un professeur à Harvard, ont dit « Allez voir les BRICS et commencez à négocier avec la Russie et signer un bon traité avec la Chine. » Nous faisons exactement le contraire. Donc cela n'a rien à voir avec les diplomates ou la technique de négociation. C'est, vous savez, une décision stratégique claire prise au sommet pour continuer à se battre parce qu'ils veulent saigner la Russie. C'est tout. Et ils continuent. Et en ce moment, ils recommencent dans le Caucase avec l'Azerbaïdjan. Oui, l'Azerbaïdjan a déclaré avoir été dominé et soumis par la Russie au nord. Et il faut se rappeler, tout le monde, que le véritable territoire de l'Azerbaïdjan s'étend jusqu'en Iran. Donc l'Azerbaïdjan se voit comme une épée à double tranchant, l'une contre la Russie et l'autre contre l'Iran. C'est clairement encouragé par l'axe anglo-saxon, par Londres et Washington. Donc ils n'ont pas arrêté. Vous vous souvenez des vieux films? Vous savez, quand les Amérindiens ne parlaient pas très bien anglais et disaient « L'homme blanc parle avec 2 langues, comme un serpent, vous voyez. » Oui, ils veulent ceci.
Mais ils ne veulent pas cela. Voilà, l'hypocrisie occidentale. Mais la question que je me pose, c'est que dans les médias et dans la bonne société, dire ce genre de choses n'est pas considéré comme convenable. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Mais pour des professionnels de la diplomatie comme vous, pensez-vous qu'il y a une compréhension que c'est une impasse? Par exemple, Jean Daniel, comment pensez-vous que cela se passe en Suisse, au sein du corps diplomatique suisse? À votre avis, quels sont les véritables sujets de discussion? S'agit-il d'idéologie et de dogmatisme? Ou y a-t-il un pragmatisme sur le terrain qui ne remonte tout simplement pas à la surface? Un commentaire général que je voudrais faire, c'est que je crois que la politique étrangère, au cours des 30 dernières années, a été de moins en moins déterminée par les diplomates, par les experts en politique étrangère, et de plus en plus par les structures de renseignement et de sécurité dans tous nos pays. Ce sont eux qui donnent le ton. J'irais même jusqu'à dire qu'un écosystème très efficace a été construit, avec certaines industries qui en profitent, qui investissent dans les médias, qui investissent dans les think tanks, lesquels reproduisent ensuite le récit dominant. Dans le cas de la Russie, ce récit est le suivant. La Russie veut envahir l'Europe. Poutine égale Hitler égale le mal. On ne peut pas négocier avec le mal. Et cela alimente, selon moi, cette propagande. Maintenant, on pourrait dire que ce sont les diplomates qui devraient être capables de résister à cette propagande. D'après mon expérience, il y a un manque de mémoire dans la plupart des services diplomatiques occidentaux. Lors de toutes les discussions que j'ai eues, même récemment lorsque j'étais ambassadeur en Turquie pendant que ces négociations avaient lieu, je rencontrais des diplomates français et allemands qui me disaient « Nous ne pouvons pas accepter un règlement négocié. Nous devons gagner cette guerre. Nous, je veux dire, l'Ukraine, devons gagner cette guerre avec notre soutien. » Et lorsque je leur demandais « Quelle est la mesure de la victoire? Voulez-vous voir des Charles Leclerc ou Léopard défiler sur la place rouge? Est-ce ainsi que vous mesurez la victoire? » Alors ils ne savaient tout simplement pas. Ce que j'essaye de dire, c'est que la guerre n'a même pas commencé en 2014. Le manque de mémoire est bien plus profond. Je crois vraiment que ce que nous voyons aujourd'hui est le résultat de notre échec à intégrer la Russie dans les années 90, après la chute de l'Union soviétique. J'ai eu le privilège de servir à l'OSCE à Vienne au milieu des années 90, sous la présidence suisse en 1996. Les Russes étaient faibles et tentaient désespérément de dire à l'Occident « S'il vous plaît, intégrez-nous, concluons un traité de sécurité pour l'Europe, créons un Conseil de sécurité pour l'Europe où nous serions traités comme des partenaires égaux. » Eh bien, nous savons que l'Occident a fait semblant d'accepter, à travers un document politiquement contraignant mais largement insignifiant, comme la Charte de sécurité européenne qui a été approuvée dans le cadre de l'OSCE en 1989. Mais les Russes ont ressenti « D'accord, nous ne serons jamais pris au sérieux par l'Occident. » Et puis ils ont commencé à se réarmer. Et ensuite, il y a eu l'Ukraine. D'abord la Géorgie, puis l'Ukraine. Donc je pense que là où nous nous sommes trompés, enfin là où l'Occident s'est trompé, c'est qu'il aurait dû consolider l'alliance avec la Russie dans les années 90 et tendre la main à la partie vaincue pendant la guerre froide pour l'intégrer. À partir du moment où les Russes, où Poutine est arrivé au pouvoir, il a compris que cela n'arriverait jamais et que la seule façon de retrouver le respect et de jouer le rôle que la Russie estime devoir jouer dans l'histoire du monde était de se réarmer, de réorganiser la société et l'économie, puis de montrer sa force et sa puissance. Donc l'échec remonte aux années 90. Y a-t-il beaucoup de gens qui en sont conscients? Non.
Même dans nos services diplomatiques, la mémoire est bien trop courte. Du moins dans les nôtres, je peux l'affirmer. Et donc tout le monde accepte en quelque sorte le récit dominant, à savoir que la Russie est maléfique et que la Chine représente une immense menace pour l'Occident. Nous avons récemment reçu notre rapport annuel des services de renseignement, qui a été publié. On aurait dit qu'il avait été rédigé par la Rand Corporation. Et pourquoi la Chine est-elle mentionnée 82 fois dans ce rapport et toujours comme une menace? Allons, la Chine n'est pas sur le point d'envahir la Suisse. C'est ridicule. Bien au contraire, nous avons besoin de la Chine comme partenaire commercial, d'autant plus après les droits de douane de 39% que nous avons reçus de la part de Trump. Merci beaucoup. Customs tariffs we have received from Trump. Thank you very much. But this shows first. Mais cela montre d'abord l'impact de cette pensée politico-sécuritaire sur notre gouvernement et sur nos politiques gouvernementales. Et cela montre l'importance que ces secteurs de l'administration ont prise dans la définition de notre politique de sécurité et de politique étrangère, ainsi que dans l'influence de l'opinion publique. Il y a une sorte de petite réaction, mais pas très forte, à cette façon de penser. Et je pense que c'est avant tout une manière de penser. J'aimerais peut-être ajouter une chose à ce qu'a dit José. J'ai un peu participé à ces discussions en Turquie, entre l'Ukraine et la Russie, en mars et avril 2022, car l'un des concepts centraux pour l'Ukraine était la neutralité de l'Ukraine. Et ce qui m'a frappé, c'est que personne ne savait vraiment comment aborder la question du désarmement et des garanties de sécurité. Et même aujourd'hui, personne n'a vraiment de bonne formule pour offrir des garanties de sécurité à l'Ukraine. Et personne ne met à l'ordre du jour ce qui me semble évident, à savoir que nous devons revenir au contrôle des armements. Nous devons reprendre les discussions sur la réduction des forces conventionnelles en Europe, comme nous l'avions fait dans les années 80 pendant la guerre froide. Et même aujourd'hui, le régime nucléaire, disons-le, ne repose plus que sur un seul accord restant, START, qui prendra fin en janvier 2026. Et ce qui m'inquiète beaucoup, ce n'est pas seulement que personne ne parle de l'importance de relancer ces discussions avec les Russes, bien sûr, et éventuellement avec les Chinois aussi, mais bien au contraire, l'Europe et tous les pays européens ont désormais une dette publique énorme. Et ils sont même prêts à augmenter cette dette pour faire quoi? Pour acheter plus d'armes, pour se réarmer davantage, et surtout aussi pour payer les Américains en achetant des armes afin d'assurer leur sécurité. Donc je n'ai rien contre l'idée de créer une sorte d'équilibre militaire en Europe. Peut-être que cela peut favoriser la paix, selon les théories des relations internationales que vous connaissez mieux que moi. Mais je pense qu'une politique intelligente consisterait à dire « Nous allons nous réarmer, mais en même temps nous voulons relancer des négociations sérieuses et solides sur le contrôle des armements, tant conventionnels que nucléaires. » Et des mesures de renforcement de la confiance. Sandor, d'après votre expérience, n'avons-nous pas en réalité assisté à une régression de l'art de gouverner en Europe au cours des 30 dernières années? Peut-être pouvez-vous réagir à ce que vous venez d'entendre. Je pense que l'Europe est en train de voir disparaître l'art de gouverner en tant que catégorie politique, philosophique ou pratique. C'est ce qui se passe réellement. L'art de gouverner implique une forme de réflexion stratégique sur son pays, sur son État, sur la manière de gérer les affaires intérieures, la politique interne, l'économie, etc. Et bien sûr, une partie importante en est la politique étrangère ou la diplomatie. Cela fait aussi partie de l'art de gouverner. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une dégradation accélérée par le temps, de l'art de gouverner européen, de la diplomatie européenne. Si vous me le permettez, j'aimerais réagir un peu à ce qu'ont dit mes collègues.
If you allow me, I would like to react to my colleagues a little bit. First of all, I am convinced that the best diplomats. Tout d'abord, je suis convaincu que les meilleurs diplomates d'Europe, j'en ai connu pas mal à mon époque, comprennent ces processus. Ils le savent. Mais comme l'a dit José, au deuxième niveau, au niveau des hauts diplomates, des ambassadeurs, des chefs de département au sein des ministères, etc., ils comprennent cela. Mais ils n'ont pas d'influence sur la prise de décision politique. Et je suis d'accord avec Vincent Denier sur ce point. Tout s'est totalement déplacé vers l'appareil sécuritaire qui influence la prise de décision politique. Et bien sûr, les dirigeants européens jouent pour le lendemain de leur sondage d'opinion publique. Ils n'ont plus de vision stratégique. Tout le monde ne joue que pour le lendemain. Everybody plays to the next day only. For example, I just give you one example. Par exemple, je vais simplement vous donner un exemple. Vous savez, récemment, il a été question que la France ou la Grande-Bretagne se tournent vers le FMI pour des prêts. Je pense que leur situation financière n'est pas si mauvaise qu'elles aient besoin de le faire. Ce n'est pas nécessaire. Mais il serait plus facile pour le gouvernement français ou britannique de réduire les dépenses sociales. Mais ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont impopulaires dans leur pays. Alors ils utilisent un éventuel accord avec le FMI. Le FMI prescrira, c'est certain, l'austérité sociale. Et alors ils peuvent dire à Paris, « Oh les gars, ce n'est pas notre politique, elle nous est imposée par le FMI. » Ainsi, l'élite politique peut se dérober à la tension sociale ou la contourner. Et il en va de même en diplomatie. Et encore une dernière idée. And one more final idea. I think Je pense que nous savons tous ceux qui font l'analyse, et au niveau de la diplomatie professionnelle, au plus haut niveau, qu'il y a encore des personnes talentueuses. Mais le problème, c'est que nous avons perdu non seulement la mémoire personnelle. La nouvelle génération est composée de personnes qui n'ont pas vécu ou pratiqué la diplomatie pendant la guerre froide ou juste après. Les nouveaux venus, tous ont grandi dans les années 90. Ils ont donc des souvenirs personnels différents concernant notre profession et la politique étrangère. Mais le plus grand problème, c'est que nous avons aussi perdu la mémoire institutionnelle. Je peux vous dire qu'avant de quitter le service diplomatique hongrois, tout le monde me regardait très bizarrement lorsque je suggérais que, face à une question, une nouvelle situation, n'importe quoi, je disais toujours, « Les gars, allez aux archives. » Go to the archives. Look up what we did, what was the Regardez ce que nous avons fait. Quelle était la situation dans des cas similaires, dans des situations similaires, puis discutez-en, puis faites des propositions à la direction. Ils pensaient que j'étais un idiot. Tout le monde pense que le passé n'est que pour le passé, que l'histoire n'est pas la maîtresse du présent. Ils pensent que c'est une idée dépassée. Et un dernier élément, tous mes collègues ont parlé de l'occasion manquée des années 1990. Lorsqu'il y avait une possibilité de réintégrer la Russie dans le système mondial, dans le système de sécurité européen, et ainsi de suite. Je pense qu'il y avait une situation, je l'ai vécue. C'est une situation à double face. L'Europe et les États-Unis, à cette époque, ne pouvaient intégrer la Russie, en principe, qu'en tant que périphérie. Only as a periphery. Russia has at that time still had À cette époque, la Russie avait encore une mentalité de grande puissance. Elle voulait être intégrée en tant qu'égale. L'expérience historique de l'Europe centrale et orientale, de la Hongrie, de la Pologne, etc., montre que le centre ouest européen de l'Union européenne n'imagine l'intégration d'autres pays qu'en tant que périphérie, en tant que subordonnés. C'est le concept général. Ce n'était donc pas seulement une erreur politique de ne pas intégrer la Russie. C'était la conséquence d'une approche philosophique générale. Quiconque voulait intégrer la Russie voulait qu'elle le soit en tant que périphérie, en tant que subordonnée, ce qui n'était pas acceptable même pour le président Eltsine, qui fut le président russe le plus faible de l'histoire. Il s'agit donc d'un problème structurel plus profond. C'est mon analyse.
That's my assessment. C'est un point extrêmement important. Et il y a aussi les deux autres points que nous avons maintenant. La perte de la mémoire institutionnelle, qui affaiblit la politique étrangère et la diplomatie, et la sécurisation de la diplomatie, qui à mes yeux est relativement nouvelle. Car toute l'idée des services de sécurité est un concept de la guerre froide. Bien sûr, il y avait l'OSS et d'autres avant, aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais l'apogée des services de sécurité, c'était évidemment la guerre froide. Donc en sortant de cette période, avons-nous en Europe réellement affaibli notre capacité à faire de la diplomatie en transférant non pas la prise de décision, mais la réflexion, la pensée d'État des diplomates vers les services de renseignement? Peut-être, José, veux-tu dire quelque chose à ce sujet? Well, yes, indeed. I would like to say a couple of things. One, Eh bien, oui, en effet. J'aimerais dire 2 ou 3 choses. Premièrement, vous avez touché un point sensible. C'est effectivement ce qui s'est passé. En 1975, nous avons créé un très bon système de sécurité a été mis en place par l'Ouest et l'Est. La conférence d'Helsinki. On a commencé à parler de forces conventionnelles, de contrôle des armements, etc. Mais dès que l'Union soviétique s'est effondrée, les États-Unis ne voulaient plus de la détente. Ils voulaient écraser la Russie. Il y a un excellent livre, Not One Inch, de Mary Sarotte. C'est clair, je veux dire, c'est un fait public. Il discutait de ce qu'il fallait faire avec la réunification de l'Allemagne. Et ensuite, l'Allemagne et la Russie étaient sur le point de parvenir à un accord. Germany and Russia were about to reach an agreement. And then Zelig, Robert Zelig, Et puis Robert Zoellick, qui allait plus tard devenir président de la Banque mondiale, le conseiller du père de Bush, a dit « Faites attention, s'ils parviennent à un accord, la Russie et l'Allemagne, l'OTAN, va voler en éclats. » Et ensuite le père de Bush a dit « Ils doivent le faire autrement. » Et puis l'Allemagne a acheté la bienveillance de la Russie avec de l'argent. Donc, dès le premier jour, nous voulions que l'OTAN soit le système de sécurité de l'Europe, ce qui est bien sûr contraire à la pensée stratégique la plus élémentaire, parce que l'Union soviétique a disparu et vous savez, la Russie a pris la relève. Et souvenez-vous, avant la Première Guerre mondiale, la Russie était l'un des nôtres. Before the First World War, Russia was one of ours. Russia was a Western country. I mean, La Russie était un pays occidental. Je veux dire, absolutiste ou non, démocratique ou non, elle faisait partie des nôtres. Ils ont décidé de ne pas suivre cette voie. Ils ont choisi de maintenir un système d'hostilité. Pourquoi? Nous ne le saurons probablement jamais. Je ne sais pas. C'était clairement un malentendu. Ils pensaient que ce moment unipolaire allait durer éternellement et qu'ils devaient, vous savez, conquérir l'Eurasie. Puis a commencé l'élargissement de l'OTAN, ce qui a été une terrible erreur. Tout le monde, tous les professionnels, le savaient. Et finalement la guerre, parce que la Russie a dit stop. C'est un vrai mensonge. enough is enough. This is a red line. You know, Pascal, it is self-evident and it should. Tu sais, Pascal, c'est une évidence. Et je ne devrais pas le dire parce que c'est évident, mais je dois le dire parce que personne ne s'en souvient. Un système de sécurité exige l'accord des deux parties. S'il n'y a pas d'accord, alors ce n'est pas un système de sécurité. C'est un diktat. C'est ce que nous avons fait avec l'Allemagne à l'époque de Versailles, et les États-Unis ont traité la Russie comme un pays vaincu lors d'une guerre. Et ce n'était pas le cas. Et toutes les conséquences, tu sais, découlent de cela. C'est le péché originel, disons. Et une autre chose, bien sûr, c'est la militarisation de la politique étrangère. C'est évident. Il y a même un livre écrit par le gars qui a remporté le prix Pulitzer pour l'affaire MeToo. Je ne me souviens plus de son nom, mais il a écrit un livre. Il était le stagiaire de ce célèbre diplomate américain en Yougoslavie. Non. En Yougoslavie, il y avait un ambassadeur qui faisait pratiquement tout. Mais lui, il était stagiaire. Il a justement écrit un livre sur ce sujet, La militarisation de l'Amérique, 4046, que j'ai lu. Il est sur mon Kindle. Et il est très bon. Je vous conseille de le lire, vraiment. Vous savez pourquoi?
parce que les Américains sont en train de détruire leur propre service diplomatique, leur propre talent, leurs propres personnes qualifiées. Their own talent, their own qualified people. And the only thing that they have able Et les seuls qui ont été capables de répondre aux exigences du pouvoir sont les militaires. C'est pourquoi on y va, et hop, les militaires y vont. Et bien sûr, il n'y a pas de diplomates. Probablement qu'ils ne parlent pas la langue du pays, et leurs moyens sont violents. Ce sont des militaires. Donc ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils agissent simplement de manière militaire. Le résultat, c'est le chaos total. Je suis tout à fait d'accord avec Jean Daniel. Il a soulevé un point très sensible. Vous savez, l'idée que les Américains se font de l'hégémonie, c'est d'envoyer les troupes. C'est une erreur terrible, comme nous le voyons. as we are seeing. Jean-Daniel, do you want to react? Jean-Daniel, veux-tu réagir? Désolé, commençons peut-être par Sandor d'abord, puis Jean-Daniel. Maybe start with, Sandor first and then Jean-Daniel. Okay. I just want to insert two or Je voudrais simplement ajouter 2 ou 3 petites observations. Vous avez mentionné la sécurisation de la diplomatie, et Jose a évoqué la militarisation de la diplomatie. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que c'est presque la même chose. Il s'agit du complexe militaro-industriel, qui est très étroitement lié ou connecté à l'appareil sécuritaire. En substance, c'est le même élément. En Russie, nous appelons cela les siloviki, la partie coercitive de l'État. Cela s'est également produit dans nos pays, en particulier dans les grandes puissances d'Europe et aux États-Unis. C'est pourquoi une diplomatie professionnelle et sophistiquée disparaît très rapidement. Parce que la force est intervenue et elle tente de se substituer à la sophistication diplomatique professionnelle. Permettez-moi de vous donner un exemple. Lorsque j'étais ambassadeur en Chine pendant 6 ans, j'ai toujours été étonné que la plupart de mes collègues européens, en particulier ceux de l'ambassade de l'Union européenne, notre représentation conjointe, n'étaient pas capables de mener le travail diplomatique quotidien avec les Chinois ou avec qui que ce soit d'autre. Ils ne connaissaient qu'une seule méthode, les démarches. Tout le temps, des démarches, même pas des demandes, des consultations, des négociations ou des discussions créatives sur la manière de résoudre tel ou tel problème. Quoi qu'il arrive, l'ambassade de l'Union européenne se rendait au ministère chinois des Affaires étrangères ou au ministère du Commerce et formulait des exigences. and declared demands. And they came back very happily. Et ils sont revenus très heureux. Nous avons émis une autre démarche. Ainsi, la sophistication diplomatique a disparu au profit de demi-ultimatums. Et si vous agissez ainsi, vous oubliez ou cessez d'écouter l'autre partie. Vous n'acceptez que la capitulation. Et si telle est votre approche, ce n'est plus de la diplomatie, c'est du militaire. J'ai vu cette dégradation d'année en année. Aujourd'hui, c'est pourquoi je ne suis pas surpris de voir les dirigeants et politiciens européens formuler des exigences déclaratives à la Chine, à la Russie, à l'Inde. Nous sommes très proches de la situation où l'Union européenne proposera des sanctions secondaires contre l'Inde. Les tarifs douaniers et d'autres mesures comme celles prises par Donald Trump, c'est la seule façon, la seule manière possible de perdre complètement l'Inde. Et je ne le comprends pas d'un point de vue de principe, mais j'en comprends les mécanismes. Comment la diplomatie professionnelle, à travers la sécurisation et la militarisation, change de nature. Elle perd des centaines d'années de sophistication professionnelle, de tactique, toute la substance de cette profession. Je suis vraiment désolé que nous perdions cela, car c'est pour cette raison que je suis devenu diplomate. Je voulais faire cela. J'aimais beaucoup cela. Être négociateur, un vrai négociateur, pas un simple transmetteur de démarches, mais un négociateur. C'est une qualité différente. Merci beaucoup. Salut Daniel. Thank you very much. Of course, I like very much
Merci beaucoup. Bien sûr, ce que je viens d'entendre me plaît énormément, car cela correspond exactement à mes propres observations. Il y a beaucoup de substance, et je pourrais réagir à une dizaine de points que j'ai entendus, mais je voudrais me limiter à 2 ou 3 peut-être. Le premier, c'est que la faiblesse de l'Occident réside précisément dans le fait que nous n'avons pas de mémoire institutionnelle, alors que d'autres en ont une. Et je pense aux Russes et aux Chinois. D'ailleurs, on vient de m'offrir un livre fantastique sur l'histoire de la diplomatie, en 3 énormes volumes, écrit en 1935 par un certain Potemkin, qui était un érudit soviétique. Et cela commence avec le traité entre les Égyptiens et les Hittites au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Et c'est absolument fascinant. Lorsqu'on observe ce niveau de compréhension de l'histoire mondiale et l'importance qu'elle continue d'avoir, on se rend compte que mentalement déjà, nous sommes faibles et désavantagés face à la Russie et à la Chine. Un autre inconvénient majeur que nous avons, bien sûr, je suis un démocrate convaincu, c'est que dans les démocraties, avec des élections tous les 4 ans ou dans le cas de l'Amérique tous les 2 ans, il est impossible de faire de la planification à long terme, comme on peut le faire dans des dictatures telles que la Russie ou la Chine. Et c'est une faiblesse que nous ne savons pas vraiment comment surmonter. La Suisse est dans une situation légèrement meilleure, car nos conseillers fédéraux sont en principe élus à vie et démissionnent quand ils le souhaitent. Mais il existe un fossé majeur dans la réflexion stratégique et dans l'élaboration de stratégies. Et cela ne concerne pas seulement la politique étrangère. Cela touche aussi les domaines des infrastructures, de l'énergie, de l'urbanisation, de l'environnement, etc. Joe Biden met en place un grand fonds vert, puis 2 ans plus tard, Trump arrive et supprime tout. Comment peut-on planifier à long terme le développement de nos sociétés et préparer l'avenir dans ces conditions? Il y a encore une chose, puisqu'on parle de mémoire institutionnelle. En effet, nous avons oublié, je crois que José l'a souligné, à quel point la Russie faisait partie du système européen au XIXe siècle, et même avant. Nous nous souvenons un peu de cela en Suisse. Le général Souvorov a libéré la Suisse des Français. Il y a même un magnifique monument ici, sur l'un de nos principaux cols alpins, en l'honneur de Souvorov. Ce monument a, je dirais, été recouvert de graffitis après la guerre en Ukraine. Cependant, la crainte de la Russie n'est pas du tout nouvelle, même dans la Suisse neutre. Vous vous souvenez de la guerre de Crimée, qui était essentiellement une guerre menée par les Britanniques et les Français en Crimée dans les années 1850 pour empêcher la Russie d'atteindre un jour Constantinople ou Istanbul. Et en 1851, je crois, notre principal journal en Suisse neutre a publié un article disant que la Suisse devrait envoyer des troupes en Ukraine, je veux dire en Crimée, pour aider les forces françaises et britanniques contre la Russie. Il est difficile d'imaginer, mais il semble que la Russie soit un bouc émissaire commode pour notre industrie militaire et pour notre appareil de sécurité, afin d'obtenir davantage de fonds. Et ça marche. Et ça marche. Dans notre cas, notre armée vient de recevoir 40 milliards de dollars pour 10 ans, ce qui est énorme pour nous, afin d'acheter toutes sortes de choses. Nous ne savons même pas à quoi elles servent. Ils reçoivent l'argent, puis ils décident comment le dépenser, au lieu de faire l'inverse, ce qui serait correct. Je vais m'arrêter là, mais bien sûr, je pourrais parler du Caucase, de l'élargissement de l'OTAN, et peut-être d'une chose de plus qui pour moi est le changement majeur. Et peut-être que vous deux, Sandor et José, aviez la naïveté de croire que lorsque nous parlions des droits de l'homme et du droit international, nous le pensions vraiment. Nous pensions que c'était l'ancien ordre que l'Occident souhaitait, avec le droit international, le droit signifiant valable pour tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, nous réalisons
que le droit international et tout le discours que nous avons eu sur les droits de l'homme, même sur la justice, j'ai travaillé pour le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, et je pensais que nous faisions quelque chose de bien en amenant Milosevic et les autres en prison à La Haye. Mais je me rends compte aujourd'hui que le droit international était une sorte de guerre juridique, ou un outil de propagande, plutôt qu'une boussole devant guider notre comportement. Je te demande simplement de réagir dans ce cas, José, en premier. Well, I think there is a contradiction. Eh bien, je pense qu'il y a une contradiction que j'aimerais souligner. D'un côté, nous disons que nous voulons un monde fondé sur des règles. Nous avons de notre côté l'Arabie Saoudite, nous avons de notre côté Al-Jolani, qui en décembre a été filmé en train de jouer au football avec les têtes de chrétiens qu'il venait de décapiter, dont certains étaient des enfants. Nous avons avec nous des personnes comme Parubi, récemment tué lors d'une tentative. Parubi était le fondateur du Parti national-socialiste d'Ukraine. Alors comment pouvons-nous dire que les règles du droit international public sont de notre côté? Aller en Israël, ce qu'ils font est une contradiction flagrante avec les principes du droit international public. Ils ne respectent en aucune manière les commandements des lois humanitaires de la guerre. La quatrième, rappelez-vous la quatrième convention de Genève. Vous vous souvenez des films? Geneva Convention. You remember the movies. I want to be treated like according to. Je veux être traité conformément aux règles de la Convention de Genève. Eh bien, il existe aussi des règles pour la puissance occupante. Israël est une puissance occupante et un occupant belliqueux. Par conséquent, certaines règles ne sont pas respectées. Mais nous affirmons que, vous savez, la loi est de notre côté. Eh bien, ce n'est pas le cas. C'est sédimentaire. Et en plus, nous allons détruire l'État-providence en même temps parce que nous n'avons pas d'argent. Mais nous avons 30 milliards par an pour l'Ukraine. Tout cela parce que nous voulons que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. Vous vous souvenez de cette époque, quand nous débattions pour savoir si la Russie avait le droit de dire ceci ou non, si la Russie avait le droit de mettre fin à l'élargissement de l'OTAN. Les îles Salomon ont eu la très mauvaise idée de dire qu'elles pourraient ouvrir une base chinoise aux îles Marshall. Les îles Marshall se trouvent à 9000 km de la côte pacifique des États-Unis d'Amérique. Et les États-Unis ont dit non, non. En même temps, ils ont affirmé que bien sûr la Russie devait accepter l'OTAN dans la région afro-baltique. Parce qu'évidemment, vous savez, l'Ukraine se trouve à 50 km de... La frontière serait à 50 km de la Russie. Vous savez, c'est insupportable. Donc c'est vrai que vous savez, les droits de l'homme sont la rhétorique la plus facile, je dirais. Ce n'est pas vrai. Après, vous savez, après les 5 millions de personnes déplacées en Afghanistan et le million de personnes détruites au Moyen-Orient avec l'aventure irakienne, comment peut-on parler de droits de l'homme? Ce n'est même pas de l'hypocrisie, vous savez. Je ne sais pas comment le définir. Je ne sais pas comment le définir. Non, c'est horriblement cynique, mais sans d'or. If I may insert again an idea. Si je peux me permettre d'ajouter une idée. Personnellement, j'ai toujours été un réaliste en relations internationales. Donc je ne suis pas surpris que les droits de l'homme et d'autres questions, ainsi que certains éléments fondamentaux du droit international, aient été déformés en fonction des besoins politiques, idéologiques et autres des grandes puissances. Au Moyen Âge, en Europe, il existait un concept philosophique ou théorique très important. On disait que la philosophie était la servante de la théologie. Aujourd'hui, le droit international est la servante de la politique de puissance. Je vais simplement évoquer un aspect et laisser de côté le deux poids, deux mesures, les mensonges vraiment flagrants et les manipulations politiques liées aux droits de l'homme, au génocide et à d'autres questions. Je laisse cela de côté.
Mais ce que je veux vous dire, c'est comment nous tordons le droit international. Dans le cas du Kosovo, la Cour internationale de justice de La Haye a décidé que le droit des peuples à l'autodétermination prime sur l'intégrité territoriale. Dans le cas de la Crimée, tout le monde décide, même Ursula von der Leyen et tous les autres dirigeants, que l'intégrité territoriale est absolue. Aucune autodétermination ne peut la supplanter. L'astuce dans le droit international, c'est que les deux principes, le principe de l'intégrité territoriale et celui de l'autodétermination nationale, figurent dans la Charte des Nations Unies. Et cela permet aux grandes puissances ou aux politiciens conceptuels de choisir entre elles. Parfois nous choisissons celle-ci, parfois nous choisissons celle-là. C'est pourquoi je considère qu'il est très important de comprendre que lorsque nous parlons de droit international, il est tellement indéfini et flou, mais il existe tout de même. Avec cela, nous essayons de limiter la liberté d'action politique ou militaire des puissances. C'est vraiment cela. Voilà pourquoi ni les gouvernements américains, ni les gouvernements européens ne parlent plus de droit international. Ils parlent d'un ordre mondial fondé sur des règles. Les règles ne sont pas équivalentes au droit. Les règles sont établies par les puissants. Le droit international, en principe, devrait également protéger les faibles. Ainsi, lorsque nous utilisons le terme ordre international fondé sur des règles, nous introduisons ou acceptons à ce moment-là des doubles standards, l'application sélective du droit. Voilà le problème fondamental. Et je comprends parfaitement que même les diplomates les plus professionnels, les meilleurs, les plus habiles, ont beaucoup de mal à naviguer dans ces circonstances pour défendre les intérêts de leur pays, car ils ne savent jamais quelle partie du droit international s'applique à telle ou telle situation. C'est un véritable défi. Et c'est un autre ambassadeur remarquable qui a soulevé ce point, l'ambassadeur Chas Freeman des États-Unis, qui a observé que l'ordre international fondé sur des règles, c'est le règne de la loi. L'aspiration du droit international, c'est l'état de droit, égal pour tous. Le règne de la loi, c'est quand on choisit et qu'on impose ensuite aux autres de suivre. Mais Jean-Daniel, je vais te laisser répondre. Puis peux-tu c'est why en série Steve question. And then we go to one final round of questions. Yes, I would just like to respond on that. Oui, je voudrais simplement répondre à cela. Il y a un aspect embarrassant pour l'Occident. C'est que nous avons créé dans les années 1990 la Cour pénale internationale. C'est embarrassant pour l'Occident aujourd'hui parce que la Cour pénale internationale est largement indépendante et il faut vraiment saluer, je crois, le courage de certains de ses procureurs et juges. Dans le cas de Poutine, on peut en discuter. Dans le cas de Netanyahou et Galante, ainsi que des dirigeants du Hamas, ce qu'ils ont fait, à mon avis, est une véritable démonstration d'indépendance et de courage, car ils savaient qu'ils devraient affronter des campagnes de diffamation, comme nous l'avons vu avec Karim Khan, et même des sanctions financières et de visas pour eux et leurs familles, comme nous l'avons également constaté. As we have seen also. And now maybe the ICC is the Et maintenant, peut-être que la CPI est le dernier vestige qui fonctionne plus ou moins de l'ordre international imaginé par les puissances occidentales après la chute du mur de Berlin, même si les Américains n'ont jamais voulu y adhérer. Mais c'était en quelque sorte la pierre angulaire, une partie très importante pour les Européens de leur soft power, de leur vision de l'ordre mondial. Et cela existe toujours. Cela existe toujours. Combien de temps cela va-t-il durer? Quelle est la pression exercée sur l'Allemagne pour qu'elle cesse ou limite son financement? Ce sont des questions qui nous occuperont à l'avenir. Mais je pense que nous ne devrions pas sous-estimer le fait que cela existe encore et qu'il faut le préserver, surtout pour les Européens. Institution building. And
construction institutionnelle. Et José, puis Sandor, et à nouveau Jean-Daniel, je vous laisserai répondre à ce que vous venez d'entendre comme vous le souhaitez. Mais encore une question. Si vous deviez conseiller, non pas votre propre gouvernement, mais si vous deviez conseiller le Sud global, y compris l'Asie du Sud-Est, la Chine et la Russie, l'Afrique et l'Amérique du Sud, que leur diriez-vous pour traiter avec l'Europe contemporaine sur le plan diplomatique? Compte tenu des contraintes que nous venons de décrire, telles que la sécurisation de la politique étrangère, sa militarisation et la perte de mémoire institutionnelle, quel serait votre conseil pour engager le dialogue avec une entité aussi affaiblie dans cette partie de l'Eurasie? José, à vous. Eh bien, Pascal, c'est utopique, vous savez. Les réalistes ne s'occupent pas d'utopie, vous savez. Mais les Chinois et les Asiatiques du Sud-Est, d'une manière ou d'une autre, ils doivent approcher les Européens, non? Il faut bien traiter avec eux d'une façon ou d'une autre. Alors, comment fait-on? Pour commencer, nous ne sommes pas un seul pays. C'est ça le problème. Nous pensions que, vous savez, nous sommes 450 millions de personnes. Nous avons beaucoup d'argent. Notre PIB est très élevé. Donc nous sommes quelque chose. Eh bien, vous n'êtes absolument rien si vous n'êtes pas souverain, s'il n'y a pas une seule entité pour dire oui ou non. Comme vous le savez, Kissinger l'a dit, où est le téléphone? Je veux dire, l'Europe n'a pas de numéro de téléphone. Il avait absolument raison. Si vous voulez remonter à la toute origine de tout, c'est que l'idée des États-Unis concernant leur propre hégémonie sur le monde entier est obsolète. Voilà, ils n'ont pas les moyens de maintenir les choses telles qu'elles sont. Et ils ne veulent pas l'accepter parce qu'ils n'ont pas de solution de remplacement. Alors que pouvons-nous faire? Je veux dire, comment pouvons-nous aller à Washington et leur dire « Vous savez, votre système est obsolète. Faisons autre chose. Faisons quelque chose comme ce que vous avez fait en 1945. Vous savez, c'était votre moment d'or, c'était votre époque. Vous étiez si puissant à cette période. Vous pouviez faire tout ce que vous vouliez. Quand la guerre a commencé, il n'y avait qu'une seule base militaire étrangère en dehors des États-Unis, Guantanamo, et une armée de 50 000 hommes. Quand la guerre s'est terminée, ils avaient des bases partout dans le monde et 10 millions de soldats. C'était, vous savez, le moment de vérité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils n'ont pas l'argent. Ils dévaluent le dollar parce qu'ils ne peuvent pas rembourser la dette. Et ils ne savent pas, vraiment, ils ne savent pas quoi faire. Ils veulent que nous payions pour eux. Ils veulent que nous, Européens, soutenions un système qui est insoutenable. Et nous ne sommes même pas capables, vous savez, de fournir des munitions à l'Ukraine, ce qui est incroyable. Nous dépensons 20 fois plus d'argent que la Russie, et nous n'avons même pas de munitions d'artillerie. C'est incroyable. Maintenant, il faut aller à Washington et leur dire « Faisons quelque chose comme vous l'avez fait en 1945. Créons, vous savez, un nouveau système. » Mais savez-vous quel pays fait cela? La Chine, d'un point de vue alternatif. Voilà le sujet. Donc oui, dans un monde théorique, nous pourrions aller voir nos hauts responsables et dire « D'accord les gars, vous savez, la réponse c'est la Chine. Trouvons un compromis. » Ou bien « Les États-Unis sont sur la voie de la guerre parce que ce système nous y pousse. » Regardez ce qui s'est passé en Ukraine. Ce n'est que le début, vous savez. En RDC, la situation peut se détériorer énormément. Ce n'est que le début. Qui prêterait attention à ce que nous disons? Personne. Et il nous faudrait une voix européenne unie que nous n'avons pas. Et je suis tout à fait d'accord avec Kusai, avec Sandor, dont on voit qu'il a une très bonne formation intellectuelle. Il se souvient que la philosophie est une ancia, la théologie, oui, la servante de la théologie. Et il a tout à fait raison.
La politique de pouvoir est menée par des gens qui ne connaissent pas grand-chose à la politique, car les idées des bonnes entreprises concernant les affaires mondiales et l'hégémonie des États-Unis sont dépassées. Ils aimeraient que cela reste ainsi, mais ce n'est pas possible. Et vous savez, aller dans une grande institution transatlantique et essayer de la faire bouger, essayer de changer de cap, c'est très très difficile. Cela évolue très très lentement. Et en plus, il y a énormément de milliards en jeu ici. Beaucoup de milliards. Maintenir cela en vie signifie la subsistance de très nombreuses familles, de nombreuses grandes entreprises, de nombreux groupes de réflexion, et ainsi de suite. C'est très difficile. C'est un grand pétrolier et il est en route. Oui. Alors s'il vous plaît, ne nous conseillez pas de le faire, car il existe un personnage dans la littérature qui s'appelle Don Quichotte. Vous vous souvenez qu'il voulait être le champion du bien et de la justice. Regardez ce qui s'est passé à la fin. Je veux dire, cela doit être compris par les États-Unis eux-mêmes. Ils doivent choisir un dirigeant ou un parti, vous savez, les démocrates, je pense, dans ce cas, et ils devraient changer de cap. Ils devraient comprendre, car ils ont l'armée la plus impressionnante de personnes intelligentes en stratégie et en relations internationales. Ce sont les meilleurs et les plus, et ils surpassent tout le monde en nombre. C'est incroyable ce qu'ils ont. Et cela ne sert à rien, car ils sont incapables de voir la solution au problème. Ils continuent à dominer la règle par la pensée militaire, ce qui n'est pas la réponse au problème. Nous avons besoin d'institutions. Nous avons besoin de professeurs et de diplomates. Nous avons besoin d'experts et non de pouvoir, non de militaires. C'est absurde. Sandor, si tu veux réagir. Je souhaite réagir en premier et exprimer une opinion dissidente, comme à la Cour, concernant la position de Jean Daniel sur la CPI. Je ne considère pas la CPI comme une organisation indépendante. Tout d'abord, les véritables grandes puissances n'en sont pas membres, donc c'est un lion sans dents. Tous les jugements ont concerné des dictateurs africains ou balkaniques. Il n'y a eu aucun jugement concernant les casques bleus néerlandais au Kosovo. Il n'y a eu aucun jugement contre un général britannique ayant autorisé le bombardement de villages afghans, et ainsi de suite. Il y a donc aussi un double standard. Dans ce cas, je ne partage pas cet optimisme. Je pense que la CPI fait partie des structures institutionnelles internationales qui doivent être fondamentalement réformées ou abolies. La Hongrie est actuellement en train de quitter la CPI par voie légale. Notre Parlement l'a approuvé. Il y a un processus de 6 mois avant que cela ne devienne définitivement légal. La Hongrie quitte la CPI. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Deuxièmement, pour revenir à votre question, Dieu merci, les pays du Sud global ne nous demandent pas de leur donner des conseils. Ils ont leurs propres diplomates professionnels qui gèrent très bien leurs affaires d'ailleurs. Mais s'ils me le demandaient, je leur donnerais un conseil très simple. Soyez transactionnels. Très transactionnels. Donc, si vous concluez un accord commercial ou diplomatique, politique, peu importe, avec des pays occidentaux, surtout avec l'Europe, faites-le étape par étape. Et ne passez à l'étape suivante que si l'autre partie a rempli 100% de ses obligations. Toute l'histoire diplomatique récente est pleine de promesses non tenues, d'offres non respectées. Concernant le changement climatique, si vous regardez les investissements et technologies promis par l'Europe, aucun n'a été respecté. Aucune promesse n'a été tenue. Si j'étais un pays du Sud global, je commencerais par défendre la réforme des institutions de l'ordre mondial et sur les questions pratiques, commerce, technologie, investissement, paix et guerre, tout, je serais totalement transactionnel. Je conclurais des accords et des ententes diplomatiques étape par étape, et je n'avancerai dans toute négociation diplomatique qu'après que l'autre partie ait tenu ses promesses. Pas pour des paroles creuses, la réalité. Rien que la réalité. Ce serait mon conseil en principe.
mais je ne pense pas qu'ils aient besoin de nos conseils. Comme je l'ai vu à Tianjin, lors du sommet de l'OCS, ou comme nous l'avons vu avec le sommet des BRICS, etc., avec ces négociations et les documents qu'ils publient, juste entre parenthèses, personne ne lit les documents en diplomatie, pas même les analystes ou les diplomates. Even analysts or diplomats in the Tianjin Declaration of the Dans la déclaration TNT de l'Organisation de coopération de Shanghai, il s'agit d'un document de 22 pages. Je ne suis pas sûr que quelqu'un dans nos ministères des Affaires étrangères européens ou à Bruxelles, dans l'appareil de Kaja Kallas, notre diplomate de haut niveau préféré, l'ait lu. Et c'est bien là le problème. Nous devrions le lire. Encore une fois, le professionnalisme. On lit les documents politiques, on les analyse, pas les articles de presse. Non, 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 non. Il faut lire l'original. C'est ce que j'exige de mes étudiants à l'université. Lisez les sources primaires, pas l'analyse de la Rand Corporation, mais le texte réel, et tirez vos propres conclusions. C'est comme cela que ça devrait fonctionner, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais en général, je ne pense pas qu'ils aient besoin de nos conseils. Mon conseil serait, soyez encore plus transactionnel que Donald Trump. even more transactional than Donald Trump. And thank you. And I didn't ask the Merci. question to say Et je n'ai pas posé la if question pour suggérer qu'ils ont besoin de conseils. what could C'est un exercice de réflexion. Mais quelle quelle serait une approche de l'Europe aujourd'hui? Et le dernier mot, et n'hésitez pas à réagir à autre chose également, revient à Jean Daniel. react to something else goes to Jean Daniel. Thank you very much. I would Merci like, beaucoup. J'aimerais faire 2 remarques. Premièrement, merci pour l'avis divergent. J'aimerais vraiment avoir un débat plus large et plus long à ce sujet, car nous ne sommes vraiment pas d'accord, et il y aurait beaucoup de matière pour une bonne discussion, un vrai duel d'idées. Mais ce sera pour une autre fois. La première chose que je conseillerais à quiconque doit traiter non seulement avec les Européens, mais avec le monde occidental, c'est d'étudier la mythologie grecque. Car je pense que la meilleure façon de comprendre la psychologie de nos dirigeants, c'est le concept d'hubris. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais hubris était en quelque sorte une déesse grecque, du chaos, de l'estime de soi, de la démesure. Chaos, self-esteem, overreaching. And we have seen since the Second World War Et nous avons constaté depuis la Seconde Guerre mondiale que ce genre d'hubris a animé les politiques occidentales à travers le monde et continue encore aujourd'hui. D'ailleurs, cela a conduit à ce que presque chaque engagement militaire de l'Occident se termine en désastre, de l'Irak, la Corée, le Vietnam, jusqu'à l'Afghanistan. Donc ils continuent de perdre des guerres, mais ils conservent cette forme d'arrogance. Bon, il y a quelques exceptions. Le Kosovo est peut-être un cas contesté, selon que l'on considère ou non que ce fut un succès pour l'Occident. Mais n'oublions pas la Grenade et le Panama, qui furent des victoires éclatantes de la grande puissance militaire américaine. Et la dernière manifestation, à mon avis, de cette incroyable arrogance est le plan Trump-Netanyahou pour Gaza. Je ne sais pas si vous avez lu ces 38 pages. Plan incroyable. C'est comme si on disait, nous allons faire quelque chose de merveilleux, Dubaï sur la Méditerranée. Vous, les Palestiniens, vous pouvez en faire partie ou pas. Ça n'a pas vraiment d'importance. C'est nous qui décidons. Et cela me rappelle beaucoup la manière dont l'Amérique a repoussé la population autochtone pour créer le grand continent américain. C'est exactement le même type de mentalité. Et je résumerai tout cela par le concept d'hubris. Nous pouvons imposer notre vision grandiose, et c'est bien une vision grandiose, à d'autres peuples, sans vraiment nous soucier de leur tradition, de leur histoire, de leurs milliers d'années de présence sur place. La deuxième chose que j'aimerais dire, notamment au sud-est asiatique, mais en réalité à tous ceux qui se retrouvent pris entre les Chinois et les Américains, c'est essayons de construire quelque chose entre tous les États qui ne veulent pas choisir, qui ne veulent pas être placés dans une position où ils doivent choisir. Vous êtes soit pour la Chine, soit pour les États-Unis.
vous êtes avec nous ou contre nous, ce qui est à peu près la mentalité à Washington ces temps-ci. Et ce que j'aimerais leur dire, c'est que peut-être qu'un jour nous évoluerons vers un monde bipolaire où les Américains et les Chinois commenceront à trouver un terrain d'entente. Nous savons qu'il y a actuellement des discussions commerciales entre Pékin et Washington. Espérons qu'ils parviennent à une compréhension encore plus globale, pas seulement sur le commerce. Mais tout le monde a probablement remarqué que lorsque Washington a publié sa liste de nouveaux tarifs douaniers le 1er août, un pays manquait à l'appel, la Chine, car les discussions se poursuivent et nous verrons ce qu'il adviendra. Maintenant, je pense que nous avons tous un intérêt, et la Suisse s'y intéresse certainement, car nous avons un accord de libre-échange avec la Chine. Nous avons été frappés par l'un des plus grands, sinon le plus grand, tarif douanier pour un pays industriel, 39%. Je pense que dans le monde occidental, peut-être que la Serbie fait un peu plus, mais pas beaucoup d'autres. Et ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait une sorte de coalition de ceux qui ne veulent pas choisir, qui pourraient commencer à former une alliance et un réseau pour défendre leurs intérêts de manière transactionnelle. Bien sûr, tout cela repose sur des discussions et des accords commerciaux. Jean-Daniel, la coalition des non-volontaires est quelque chose qu'il faut construire. Et c'est une excellente façon d'introduire votre intervention sur une chaîne appelée « Études sur la neutralité ». La coalition des non-volontaires pour construire le monde que les autres ne sont pas prêts à bâtir. Félicitations, félicitations Pascal. C'est une très belle idée. Mais je pense que les BRICS essayent de remplir ce rôle. Vous savez, les BRICS. Oui, oui. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'une heure supplémentaire pour en discuter. Mais je souhaite également vous réunir à nouveau dans un avenir proche afin que nous puissions approfondir cette vision d'espoir pour l'avenir, qui, selon moi, est représentée par les BRICS. Je dois conclure pour ce soir. J.D. Ruch, José Zorrilla et Sandor Kusai, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir.